Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Family 237. Aujourd'hui, nous allons parler de l'introduction à la blockchain et à la crypto-monnaie. Dans notre programme, nous comptons vous définir ce que c'est que la blockchain, le fonctionnement de la blockchain, les avantages et les inconvénients que peut avoir la blockchain, la finalité de la blockchain, et nous allons définir les crypto-monnaies et vous parler du Bitcoin qui est la première crypto-monnaie au monde. Alors, qu'est-ce que la blockchain? La blockchain n'est rien d'autre qu'une base de données. Ce n'est pas un système sophistiqué, puisque les gens, quand ils entendent blockchain, technologie, blockchain, ils se disent que c'est quelque chose de très complexe. Mais non, une blockchain peut être définie dans n'importe quelle base de données. Il suffit juste de respecter les principes de la blockchain. Donc, ce type de base de données amène son lot de particularités. Donc, comme je disais tantôt, ses principes. Et la première particularité est que les blockchains sont à ajout unique. On ne peut qu'ajouter les informations à l'intérieur. On ne peut pas les modifier, on ne peut pas les supprimer. Donc, on ne peut qu'ajouter les informations. La seconde particularité est que chaque entrée, appelée communément bloc, dans la base de données est liée de manière cryptographique à la précédente. En clair, chaque nouvelle entrée doit contenir une sorte d'empreinte digitale numérique de la précédente. En cryptographie, on appelle ça un hash. Par conséquent, si on continue en remontant tout au long d'une chaîne de blocs, on atteindra, on atteindra le premier bloc qui est connu sous le nom de bloc de Genèse. C'est le tout premier bloc qui a été généré pour une blockchain. Étant donné que chaque empreinte digitale renvoie à la dernière, on peut donc retrouver avec une chaîne de blocs ou une blockchain. C'est ça, une blockchain. Une blockchain est immuable. Si vous modifiez un bloc, cela change l'empreinte du bloc suivant. Et puisque cette empreinte est incluse dans le bloc suivant est également modifié. Et puisque l'empreinte digitale de ce bloc est inclue dans le bloc suivant, il sera aussi modifié par la suite. Donc, vous vous retrouverez avec un effet domino où tout changera et chaque changement donc sera visible. Et tout le monde pourra constater que vous avez altéré, bien modifié les blocs. Donc, un exemple un peu simplifié ici, nous pouvons voir, voici deux colonnes avec plusieurs lignes. On peut voir sur la première ligne, on va supposer qu'on entre le premier bloc, les premiers éléments. Et une fois que ces éléments A, B, C, grand A sont hachés, ils vont générer donc cette empreinte KP. KP, lui, il sera ensuite ajouté à la deuxième ligne au premier bloc, à la deuxième ligne de la première colonne, et il va générer l'empreinte CD, qui est ensuite ajoutée à la troisième ligne de la première colonne, et ainsi de suite. Donc, on va se retrouver à la fin avec le bloc TH, en supposant que ça, c'est le dernier bloc, le bloc MNONS, qui va générer l'empreinte TH. Donc, supposons que vous changez les données dans la toute première cellule. Vous obtiendrez donc un identifiant différent dans la cellule de droite qui signifierait que votre deuxième bloc aurait des données lui aussi différentes, conduisant à un nouveau identifiant différent à la ligne 2 et ainsi de suite. TH est donc par essence un bloc, est donc par exemple le bloc qui a été produit par tous les autres blocs. Donc, c'est un peu comme un système de multiplication des blocs précédents pour générer le bloc TH. C'est pour ça qu'on appelle ça une blockchain, car tous les éléments sont liés entre eux par chaîne. Donc, voilà un peu comment fonctionne une blockchain. Chaque bloc génère une empreinte qui est ensuite ajoutée au bloc suivant, qui génère aussi une empreinte qui est ajoutée au bloc suivant, ainsi de suite. Et on va donc former et générer plusieurs blocs au fil du temps. Chaque fois que le moment viendra, les blocs seront régénérés. Qu'est-ce qu'un réseau peer-to-peer?
Avant d'arriver à un réseau peer-to-peer, on va un peu parler des réseaux, des systèmes qui sont connus actuellement, les systèmes centralisés. Les systèmes centralisés, c'est par exemple, on va dire Facebook, ou YouTube, ou Google. Ils ont tous des serveurs centralisés où chaque personne qui va avoir une information est obligée d'envoyer une requête au serveur et le serveur lui envoie une information directement. Si A veut communiquer avec B, il envoie d'abord son message au serveur, ensuite le serveur l'envoie à B. Voilà ce que c'est qu'un système centralisé. Par contre, un réseau peer-to-peer ou un réseau pair à pair en français, c'est tout le contraire. C'est un réseau décentralisé où chaque utilisateur n'a pas besoin d'un serveur pour communiquer avec l'autre utilisateur. On peut voir sur l'image d'à côté, on a A qui envoie un message à B, qui envoie un message à F, qui envoie un message à E, sans passer par un serveur. En fait, il n'y a plus de serveur. Chaque utilisateur est en quelque sorte son propre serveur et le serveur pour tous les autres. Donc, un nœud de bloc, les nœuds de bloc sont simplement l'appellation utilisée pour les périphériques connectés au réseau. Ce sont eux qui stockent chacun une copie de la blockchain et partagent l'information avec les autres périphériques. Cela ne requiert pas d'invention manuelle, tant pour moi. De manière générale, il suffit de télécharger et ensuite exécuter le logiciel de la blockchain. Et le reste des opérations est ensuite réalisé de manière automatique. Donc voilà un peu ce que c'est qu'un nœud de blockchain dans le contexte général. Donc maintenant, donc, un peu plus bas, on a encore d'autres nœuds de blockchain. Ceux-ci sont par exemple les petits périphériques. On peut avoir un téléphone qui peut être un nœud du blockchain, une application installée dans un téléphone qui peut être un nœud du blockchain, tout simplement parce que un nœud dans un langage global d'une blockchain est un élément de cette blockchain. Une blockchain publique, Bitcoin, est ce que nous appelons une blockchain publique. Cela signifie que n'importe qui peut voir les transactions s'y déroulant. Tout ce qu'il faut pour joindre ce réseau est une connexion Internet et le logiciel nécessaire, puisqu'il n'existe pas d'autres conditions pour la participation. Nous pouvons y faire référence en tant qu'environnement sans permission. Donc, les blockchains publiques sont souvent, on a besoin de permission pour y accéder. Il existe d'autres types de blockchains appelés blockchains privés. Ces systèmes établissent des règles concernant qui peut voir et interagir avec la blockchain. En tant que tels, nous les appelons environnements avec permission. Bien que les blockchains privées puissent sembler redondantes au début, elles ont néanmoins certaines applications importantes, principalement dans le contexte du monde de l'entreprise, où les blockchains privées sont parfois nécessaires car il faudrait protéger l'information de l'entreprise. Donc, les avantages et les inconvénients de la blockchain. Les avantages de la blockchain. L'un des avantages immédiats notés dans le livre blanc Bitcoin est que des paiements peuvent être transmis sans impliquer un intermédiaire. Les blockchains suivantes ont encore poussé cela plus loin, permettant aux utilisateurs d'envoyer toutes sortes d'informations. Éliminer les contreparties signifie qu'il y a moins de risques pour les utilisateurs impliqués et se traduit par des frais moins élevés car on se débarrasse des frais encaissés par les intermédiaires. Donc ici, là, on voit juste qu'avec une blockchain, on peut effectuer des transactions financières. Et si vous avez remarqué, lorsque vous voulez envoyer l'argent, que ce soit à quelqu'un à Orange Money ou bien Western Union, ça c'est encore même à l'étranger pour des cas qui sont un peu plus longs, ou bien par la banque, les frais sont énormes. Ceux qui sont à l'étranger ou bien qui sont au pays, qui ont parfois essayé d'envoyer de l'argent d'un continent à un autre ou d'un pays à un autre, savent de quoi je parle. Les frais sont exorbitants. Avec les blockchains, les frais de transfert sont fixes. Je dis bien les frais de transfert sont fixes. Si quelqu'un, supposons on a une blockchain où les frais de transfert coûtent 100 francs CFA. Si quelqu'un veut envoyer 1000 francs, c'est 100 francs CFA. Si quelqu'un veut envoyer 10 000, il paye les frais 100 francs. Si quelqu'un veut envoyer 1 million, il payera toujours les mêmes 100 francs car les frais de transaction sont fixes.
Et même si quelqu'un veut envoyer 1 franc, il va payer les frais 100 francs CFA. Donc ça, c'est un exemple le plus grand avantage que je peux dire que les blockchains ont apporté aujourd'hui. Comme nous l'avons mentionné précédemment, un réseau en blockchain public est également sans permission. Il n'y a aucun obstacle à l'entrée, car personne n'en a le contrôle. Si un utilisateur potentiel peut se connecter à Internet, alors il sera en mesure d'interagir avec d'autres pairs sur le réseau. Je suppose ici, quand on dit d'autres pairs, c'est parce qu'on parle d'un réseau peer-to-peer, un réseau pair à pair. Nombreux sont ceux qui prétendent que la qualité la plus importante des blockchains serait leur degré élevé de résistance à la censure. Pour paralyser un service centralisé, tout ce qu'un acteur malveillant a besoin de faire, c'est de cibler un serveur. Mais dans un réseau pair à pair, chaque nœud agit comme son propre serveur. Ce que je disais tantôt. Supposons que donc vous voulez envoyer de l'argent par Orange Money. On va prendre un cas local. Vous allez faire le dépôt et la personne reçoit l'information dans son compte. Maintenant, si lorsque vous partez faire le dépôt, comme on dit souvent, le réseau Orange dérange, le réseau MTN dérange, ce n'est pas possible de faire les transferts. Il n'y a pas Internet. Western Union ne donne pas. Ça là, c'est parce que les serveurs sont centralisés. Dans un réseau pair à pair, on n'a pas besoin de tout ça. Tu viens là, tu vas envoyer l'argent à la tête, tu entres dans ton téléphone et tu l'envoies. À l'heure où cette personne se connecte, il va voir la notification. On n'a pas besoin de dire le serveur a planté ou le serveur n'a pas planté, car chacun est son propre serveur. Chacun a une copie de l'information globale du système. Un système comme Bitcoin possède plus de 10 000 nœuds visibles éparpillés dans le monde, ce qui rend pratiquement impossible même pour un attaquant doté de ressources immenses de compromettre le réseau. Il convient de noter qu'il existe aussi de nombreux nœuds cachés non visibles pour ce réseau au sens large. C'est-à-dire, les nœuds visibles, ce sont les serveurs de ceux qui minent le Bitcoin. Il y a des mineurs là, puisque le Bitcoin c'est un système proof of work. Il y a des mineurs, c'est ça les réseaux visibles, ceux qui ont dédié leur machine uniquement au fonctionnement du Bitcoin. Ça, c'est le réseau visible. Le réseau non visible, c'est donc qui? Les petits utilisateurs comme nous, qui n'avons que notre téléphone et notre petite application, notre petite adresse Bitcoin pour faire des petits échanges. C'est nous, le réseau large. Comme on dit ici qu'il est impossible d'attaquer le réseau. Pour attaquer le réseau, comme je vous ai dit, chaque chaîne comporte l'empreinte de la chaîne précédente. Et donc, pour l'attaquer, il faudrait modifier toutes les empreintes du réseau. Or, pour le faire, il y a ce qu'on appelle l'attaque de 51%, c'est-à-dire tu dois posséder 51% du réseau pour pouvoir modifier ne serait-ce qu'un seul bloc. Donc, si tu n'as pas ces 51%, tu ne peux pas attaquer le réseau, tu ne peux pas modifier une information. Donc, c'est ça qu'on dit qu'il est quasi impossible, même pour un attaquant doté d'immenses ressources, de compromettre ce réseau-là. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il possède la moitié des périphériques ou bien la moitié des nœuds du réseau. Bien sûr, le Bitcoin n'a pas que... La blockchain n'a pas que des inconvénients, on va dire. Les blockchains ne sont pas la poudre de pelle à tout problème. En étant optimisées pour les avantages mentionnés ci-dessus, elles finissent par pécher dans d'autres domaines. L'obstacle le plus évident à l'adoption en masse de la blockchain est qu'elle ne gère pas le débit élevé de transactions. Ça, c'est la blockchain. C'est le cas de tout réseau distribué. Puisque tous les participants doivent rester en synchronisation permanente, on ne peut y ajouter de nouvelles informations trop vite, car les nœuds seraient incapables de suivre. Par conséquent, les développeurs ont tendance à limiter intentionnellement la vitesse à laquelle les blockchains peuvent mettre à jour et pour s'assurer que le système reste décentralisé. Un autre désavantage de la blockchain, les potentiels systèmes blockchain décentralisés se trouvent dans le fait qu'il est difficile de les faire évoluer.
Si vous programmez votre propre logiciel, vous pouvez y ajouter de nouvelles fonctionnalités tant que vous le voudrez. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'accord ou de travailler avec d'autres pairs pour faire des modifications. C'est ça qu'on dit, une fois que le logiciel blockchain a été déployé et au fur et à mesure qu'il est utilisé, il est quasi impossible de modifier son fonctionnement. Car pour modifier son fonctionnement, il faudrait que 51% des utilisateurs de ce réseau-là soient d'accord. Et c'est quelque chose qui est très très difficile à faire aujourd'hui. La seule façon d'implémenter des changements est de faire accepter par la majorité, c'est ce que je disais. Avec la principale blockchain, il peut s'écouler des mois, même des années de discussions intensives dans les forums avant que les changements puissent être coordonnés. Car il faut toute une architecture, tout un travail en bac pour pouvoir donc faire une mise à jour de la blockchain actuelle. Donc, je parle ici de la blockchain Bitcoin. Donc, il y a des articles sur le hard fork et le soft fork pour plus de détails, en fait. Ceux qui sont intéressés à savoir comment ça se passe, ils peuvent donc aller, ils tapent juste hard fork, soft fork de la blockchain. Et là, ils auront donc des informations, plusieurs informations et des blocs plus spécialisés pour les expliquer. La finalité de la blockchain, le but de la blockchain, pourquoi la blockchain? La blockchain a été conçue déjà pour nous faciliter l'accès à la liberté, ce contrôle des plus puissants, de la centralisation des informations à une seule personne, à une seule organisation. Donc la blockchain est là pour décentraliser le système, qu'il soit économique, financier, qu'il soit information, pour décentraliser, pour permettre à tout un chacun d'être libre de ses actions. Donc, la blockchain pour les chaînes d'approvisionnement, pour l'industrie des jeux vidéo, il y a les blockchains pour les systèmes de santé, les blockchains pour les paiements et les versements. Ça, c'est le volet le plus utilisé de la blockchain pour faire les transactions financières. La blockchain est l'identité digitale. La blockchain est l'Internet des objets. La blockchain pour la gouvernance, ici on parle beaucoup plus des systèmes de vote. La blockchain pour les œuvres caritatives, pour faire des dons anonymes. La blockchain et la spéculation, ça c'est le trading. Le financement participatif avec les blockchains. Le plus souvent, le premier système a été les ICO, Initial Coin Offering. Dans un tuto suivant, je vais vous expliquer comment est-ce que se passent les ICO. Donc, et aussi on a la blockchain pour les systèmes de fichiers distribués. Ça c'est beaucoup plus pour le domaine de l'informatique. Les crypto-monnaies. Donc, je vais vous parler des crypto-monnaies maintenant. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est de l'argent liquide sous forme numérique. Vous pouvez l'utiliser pour payer votre addition dans un bar, pour acheter une nouvelle paire de chaussures que vous avez vu ou réserver. Vous pouvez réserver des vols avec, acheter des hôtels, prendre des services en ligne. Bref, juste un moyen de dépenser votre argent en ligne, mais de manière sécurisée. Vu que la crypto-monnaie est numérique, elle peut également être envoyée à vos amis et à votre famille partout dans le monde. C'est ce que je disais d'abord. Envoyer l'argent avec les blockchains est très facile. Tu peux prendre ceux qui ont le franc CFA ici, ils achètent quelques crypto-monnaies et ils envoient. Et ceux qui ont là-bas, ils récupèrent la crypto-monnaie et ils le transforment en la monnaie locale. Et ce, en payant moins de frais. C'est ça, c'est ce que la blockchain veut faire aujourd'hui. PayPal ou les virements bancaires. Ouais. Avec PayPal, comme je disais, ceux qui ont eu à utiliser le service de PayPal pour bien faire les virements bancaires, vous savez comment les frais sont énormes. Bon. Voyez-vous, les passerelles de paiement en ligne traditionnelles appartiennent à des organisations. Ils conservent votre argent pour vous et vous devez leur demander de transférer en votre nom lorsque vous souhaitez les dépenser. Ceux qui ont des comptes bancaires, lorsque vous partez pour faire un transfert d'argent, vous ne dites pas que ce n'est pas vous qui faites le transfert, non. Vous remplissez le bordereau de transfert, bien le bordereau de virement, vous déposez à la banque
et la banque étudie. Elle va vous demander pourquoi est-ce que vous voulez envoyer de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire avec. Et si ça convient à la politique de la banque, si ça convient, si ça leur plaît, alors ils vont donc effectuer ce transfert. Si ça ne leur plaît pas, ils vont vous dire qu'ils n'envoient pas. Alors que c'est votre argent. Avec les crypto-monnaies, il n'y a pas d'organisation. Vous, vos amis et des milliers d'autres personnes, vous pouvez agir comme vos propres banques en exécutant le logiciel libre. Votre ordinateur se connecte aux ordinateurs d'autres personnes. Votre téléphone se connecte au téléphone d'autres personnes. Ce qui signifie que vous communiquez directement. Aucun intermédiaire n'est requis. C'est ça la crypto-monnaie. Avec le réseau pair à pair, pierre to pierre, on communique directement. On n'a pas d'intermédiaire. On n'a pas quelqu'un qui va nous demander ce qu'on veut faire, pourquoi on veut faire. On n'a pas tout ça. C'est libre. Le libre échange. Pour utiliser les crypto-monnaies, vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur un site web avec une adresse email ou un mot de passe ou quoi que ce soit. Il vous suffit juste de télécharger le logiciel et les applications, que ce soit si c'est votre smartphone, et pour commencer à envoyer et recevoir en quelques minutes de l'argent. On n'a pas besoin de dire quel est ton numéro de carte d'identité, quel est ton passeport, tu habites où, pourquoi est-ce que tu veux créer un compte. Il n'y a pas toutes ces tracasseries-là. Par contre, il faut faire la différence entre utiliser la crypto-monnaie et faire les échanges de crypto-monnaie. Lorsque vous voulez aller sur un exchange, on va le voir à l'avenir, il faut que vous soyez inscrit sur une plateforme pour pouvoir échanger de l'argent. Ça, c'est différent. Pourquoi appelle-t-on crypto-monnaie? Le nom crypto-monnaie est une combinaison du terme cryptographie et monnaie. Avec la cryptographie, nous utilisons les mathématiques avancées pour sécuriser nos fonds et en nous assurant que personne d'autre peut les dépenser à notre place. Donc c'est ça la crypto-monnaie. Aucune personne ne peut toucher à cet argent à part nous, car elle est protégée par la cryptographie. Ainsi, cet argent magique d'Internet, puisqu'il faut être connecté dans un réseau, n'appartient à personne et utilise la cryptographie pour sécuriser le système. Mais vous avez déjà des applications pour payer les gens. En quoi est-ce que c'est intéressant pour vous? Donc, réfléchissez juste à ça. Il y a ceux qui ont PayPal, il y a ceux qui utilisent le service Visa, il y a tous ces trucs-là. Et si vous vous demandez à quoi la crypto-monnaie est utile pour vous, déjà, je vais vous dire, vous dépensez votre argent sans permission, de manière sécurisée, et quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'autorisation de quelqu'un. Et en payant un moindre coût, quelqu'un qui va me dire, je vais envoyer 1000 francs, tu envoies 1000 francs par Orange Money, on va peut-être dire les frais, on va supposer, hein, les frais de retrait c'est 50 francs, 60 francs. Tu envoies 2000, peut-être 100 francs. Une fois que tu vas te voir que tu vas envoyer 100 000 francs, que tu as envoyé 500 000 francs, déjà même, il y a des limites au niveau des transferts d'argent par les systèmes classiques. Vous voyez, par exemple, ceux qui utilisent les systèmes Visa, on va vous dire, une carte de paiement, on va vous dire, tu ne peux pas faire une dépense de plus d'1 million par jour. Si tu veux faire le retrait, on va te dire, tu ne peux pas faire un retrait de plus de 500 000 francs avec ta carte. Ces plafonds, déjà, c'est limité. Et ta carte ne peut pas avoir plus de 2 millions. Maintenant, donc, pour ceux qui ont des comptes, on va vous dire, tu ne peux avoir maxi 15 millions dans ton compte. Donc, tu vas te retrouver à avoir plusieurs comptes parce que tu veux faire plusieurs opérations. Donc, avec la crypto-monnaie, il n'y a pas ces limites-là. La crypto-monnaie est sans autorisation. Personne ne peut vous empêcher d'utiliser des crypto-monnaies. Les services de paiement centralisés, en revanche, peuvent geler vos comptes ou bloquer les transactions. Un exemple que nous vivons actuellement, c'est quoi? Le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Vous voyez, on a gelé les avoirs de la Russie en Europe. Tout l'argent, les dollars et les euros que la Russie avait, ils ont été gelés par la banque suisse. On a coupé le pont des transactions. Il n'y a pas ça dans les crypto-monnaies. Un autre exemple, c'est le Mali. Lorsque le Mali a commencé à chasser la France, directement, on a voulu le mettre sous embargo, on a voulu bloquer les transactions avec le Mali. Tout ça pourquoi? Parce que les transactions là sont encore centralisées.
La crypto-monnaie n'a pas besoin de ça. Elle est résistante à la cassure. En raison de la façon dont le réseau est conçu, il est pratiquement impossible pour les hackers ou les autres attaquants de mettre au service le réseau, car pour le faire, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait posséder 51% du réseau. C'est un moyen de paiement rapide et bon marché. Je ne parle plus trop lorsque vous effectuez une transaction avec quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde. Votre argent peut être avec lui en quelques secondes à une fraction du coût du virement bancaire international. Vous savez de quoi je parle. Le Bitcoin et le Bitcoin. Donc déjà, Bitcoin avec grand B, c'est le réseau Bitcoin. Et Bitcoin avec petit b, c'est la crypto-monnaie Bitcoin, la première crypto-monnaie au monde. Le Bitcoin, dont votre ami ou un membre de votre famille ne cesse de parler, c'est la crypto-monnaie numéro un à ce jour, la plus populaire, la plus sûre, la plus stable. On va en revenir plus tard. Qui a inventé le Bitcoin? Personne ne sait qui a inventé le Bitcoin. On connaît juste le pseudonyme, Satoshi Nakamoto. Satoshi pourrait être une seule personne, un groupe de programmeurs, si vous croyez certaines des théories les plus étranges. Un étranger voyageant dans le temps ou une équipe gouvernementale secrète. Satoshi a publié le document de 9 pages en 2008 détaillant le fonctionnement du système Bitcoin. Et quelques mois plus tard, en 2009, le logiciel lui-même a été publié. Donc, ici, là, vous allez voir l'évolution du Bitcoin en mois. On voit les courbes, les bougies japonaises, comment il y a eu l'évolution, il y a eu les chutes, il y a encore eu des évolutions, quelques chutes. En fait, c'est la partie trading, la monnaie varie, la valeur varie. Merci de votre attention et merci d'être connecté à Crypto Family 237. Plus tard, nous allons vous faire suivre plusieurs autres séries de formations dans lesquelles nous parlerons de crypto-monnaies, de blockchain et on va essayer d'apporter notre aide à la communauté. Merci encore à vous.